Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir à présent ma collègue Samantha Besson, qui est juriste, professeure au Collège de France, donc bien connue entre ces murs. Alors sans entrer dans le détail de son parcours international, je soulignerai que ses thèmes de prédilection sont le droit international européen et comparé, des droits de l'homme et la démocratie internationale et européenne. Et précisément à la fin de l'hiver dernier, son enseignement au collège a porté sur le droit international à la science. On parlait d'un effet protecteur dans l'intervention précédente et je me dis que le droit est cet outil d'effet protecteur. Et donc pour dépasser les catégories juridiques internationales façonnées par une certaine technoscience, il convient d'intégrer les autres dimensions de la science, et c'est un des thèmes de recherche de Samantha Besson, comme le principe de précaution, la causalité scientifique ou encore son impact environnemental. Et c'est sur cet arrière-plan que se dessine le droit de l'homme, je cite, de participer à la science et à ses bienfaits. Et bon, ce droit longtemps négligé a fait l'objet d'une réactivation ces dernières années. Et évidemment, la question de l'égalité des femmes au regard de ce droit de l'homme à la science doit être également posée. Et c'est ce dont Samantha Besson va nous parler. Merci d'avance, Samantha. Merci infiniment, chère Vinciane. Merci beaucoup à Françoise et Patrick de l'invitation et l'organisation de ce colloque. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de prendre la parole maintenant, même si du droit juste avant le déjeuner, c'est peut-être pas le menu idéal, ou peut-être qu'au contraire, ça vous ouvrira l'appétit, ce que j'espère vivement. Alors effectivement, vous êtes nombreuses et nombreux dans vos interventions ces derniers 24-48 heures, à avoir dit qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors j'ai emprunté ce titre en partie pour les juristes dans cette salle à ce fameux ouvrage de Ronald Dworkin de philosophie des droits de l'homme qui s'appelle Taking Rights Seriously. C'est un très bel ouvrage, je ne vais pas en parler plus ici, mais le titre évidemment est très intéressant et donc c'est pour ça que je l'ai emprunté. Vous verrez qu'il ne s'agit pas simplement de les prendre au sérieux, mais il s'agit aussi de les mettre en œuvre. Donc on va voir comment les mettre en œuvre une fois qu'on les aura prises au sérieux. Alors, j'ai des fiches PowerPoint assez remplies, c'est ce que je fais quand je parle à des non-francophones, ce n'est pas le cas ici, mais dans les colloques de rentrée, on parle à des non-juristes, et donc je pense que c'est utile peut-être pour certains d'entre vous de pouvoir lire ce que je vais vous dire. Alors mon point de départ dans cette intervention, c'est le point de départ qui a été consolidé dans ces dernières 24-48 heures par mes différents collègues, c'est-à-dire les inégalités entre hommes et femmes en sciences, et plus précisément les inégalités d'accès et de participation à la pratique scientifique, les inégalités d'accès et de participation aux bienfaits de la science, c'est-à-dire à ses avantages, et les inégalités de protection contre les effets néfastes qu'on pourrait appeler les méfaits. Vous avez remarqué qu'on dit souvent bienfaits, mais on ne dit pas méfaits, alors qu'en fait c'est le bon terme pour parler de ce que la science peut avoir comme effets néfastes sur les femmes plus que sur les hommes. Et ce point de départ, ces inégalités, elles vont m'intéresser tout particulièrement dans la mesure où les causes de ces inégalités, on l'a compris ces dernières 24-48 heures, sont le plus souvent liées à la pratique culturelle spécifique, notamment institutionnalisée et normative, qu'est la science, plutôt qu'à d'autres facteurs, et qu'elle résiste dès lors davantage aux droits antidiscriminatoires qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ça a été dit très bien par la rapporteure spéciale Farida Chaïd, rapporteure spéciale sur les droits culturels des Nations Unies, lorsque, en 2012, elle a souligné le fait que les femmes sont toujours sous-représentées dans les domaines des sciences, même dans les pays qui pratiquent depuis relativement longtemps l'égalité formelle et juridique, c'est-à-dire qui ont un appareil antidiscriminatoire en place. Et donc, ce qui fait que ces inégalités résistent, c'est quelque chose qui est lié à cette pratique culturelle spécifique qu'est la science, et c'est ça qui va m'intéresser. Alors l'approche que je vais utiliser, elle va être très différente de celle de mes collègues jusqu'ici, puisqu'en tant que juriste, je travaille la norme, c'est-à-dire que je vais voir ce qu'on peut prescrire, et ce qu'on peut prescrire dans un champ normatif particulier, qui est le champ normatif juridique,
Je vais vous présenter un argument de droit international universel. Je ne vais pas me concentrer sur les systèmes régionaux, mais je vais regarder le droit international des droits de l'homme que nous partageons tous sur cette planète, et notamment sous un angle théorique, vous l'aurez compris. Plus précisément, ce qui va m'intéresser méthodologiquement, c'est d'interpréter le droit de l'homme à la science pour en apporter la meilleure justification possible. Donc c'est comme ça que je travaille. On va rassembler des éléments de droit et on va essayer d'en faire sens, de manière à les rendre les plus justifiés possibles. Donc très précisément, ce que je vais faire ici, ce matin, cette fin de matinée, c'est d'interpréter la pratique du droit de l'homme à la science, telle qu'elle existe, pardon, un petit peu enrouée, à la lumière des théories féministes et multiculturelles des sciences. Alors l'intérêt de cette approche, à mon avis, il est triple. Il est triple par rapport à une approche de droit antidiscriminatoire qu'on pourrait appeler classique, que je vais vous présenter, bien entendu, puisque pour que vous compreniez l'intérêt de ce que je fais, il faut comprendre par rapport à quoi. Mais l'intérêt, en bref, il est triple. D'abord, je pense que examiner et saisir le problème des inégalités des femmes en sciences par l'angle du droit de l'homme à la science, c'est le faire par le biais d'un droit qui est spécifique à la protection de la science pour la science. Et ne pas le faire à des fins purement instrumentales, comme on lit beaucoup dans les rapports qui pullulent en ce moment sur femmes et sciences, où on utilise, à mon avis, des termes vraiment totalement déplacés, comme « il faut plus de femmes en sciences parce que l'économie en a besoin »,« il faut plus de femmes en sciences parce que ça va contribuer au développement ». Tout cela est peut-être justifié dans ces domaines-là, mais à mon avis, un intérêt de saisir le droit de l'homme à la science des femmes en tant que droit de l'homme à la science, c'est de le faire pour ce que ça fait à la science. Le deuxième intérêt, à mon avis, de ce genre d'approche fondée sur le droit de l'homme à la science par rapport à un droit antidiscriminatoire classique, c'est de protéger cette égalité des droits des femmes en sciences par l'interprétation d'un droit égalitaire qui est spécifique au savoir et qui donc va permettre aux femmes, une fois qu'elles sont parties prenantes de ces savoirs, de devenir vecteurs d'une meilleure protection de tous leurs autres droits. Et ça, dans mon titre, c'est ce qui correspond au droit de l'homme à la science des femmes. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très étudié, notamment toujours par la rapporteuse sociale Farida Shahid en 2012, lorsqu'elle disait les droits culturels des femmes, dont les droits scientifiques des femmes, puisque le droit à la science est un droit culturel, la science est une forme de culture, fournissent un nouveau cadre de promotion de tous les autres droits. C'est-à-dire qu'une fois que la femme devient partie intégrante de la pratique scientifique, eh bien, elle peut, par le biais de ces droits scientifiques, booster ou émanciper tous ces autres droits. Et ici, vous avez le même terme de vecteur de droit qui est utilisé pour le droit de l'homme à l'éducation, qui est un droit voisin du droit de l'homme à la science. Donc ça, c'est le deuxième intérêt, je pense, de cette approche par le droit de l'homme à la science, c'est d'approcher l'égalité des femmes en sciences par le biais d'un droit qui est spécifique au savoir et qui donc va pouvoir contribuer par le savoir à une meilleure émancipation de tous les autres droits des femmes. Et enfin, le troisième intérêt de cette approche, c'est une contribution plus générale, tu l'as dit Vinciane tout à l'heure, à la réanimation d'un droit qui est aujourd'hui largement négligé, qui est le droit de l'homme à la science, sous un angle qui est encore plus négligé dans la littérature, c'est-à-dire l'angle de l'égalité, de la multiplicité des perspectives scientifiques. Et c'est la deuxième manière de lire le titre de mon intervention, c'est-à-dire en tant que droit de l'homme à la science des femmes, nous avons toutes et tous un droit de l'homme à ce que la science soit aussi celle des femmes. Donc c'est une triple contribution. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les termes, je pense qu'ils ont été longuement discutés dans tous les sens ces derniers 24-48 heures. J'entendrai simplement science au pluriel, naturelle et humaine, fondamentale et appliquée, genre et femme aussi au pluriel, et pensons aussi ici spécifiquement à l'intersectionnalité. La femme n'est pas toujours qu'une femme, elle est aussi membre d'une minorité potentiellement racisée, handicapée, religieuse, etc. Et donc tout cela va contribuer à rendre sa vulnérabilité peut-être accrue. Et enfin, il y a toujours deux écueils quand on traite de la science à travers le prisme des droits de l'homme. C'est d'abord la critique féministe des droits de l'homme. Ici, je vais avoir une approche très féministe des droits de l'homme et donc je vais essayer de développer un humanisme féministe qui va pouvoir contrer cette critique. Et la deuxième critique, c'est la critique du scientisme juridique qui pourrait intervenir en droit de l'homme à partir du moment où la science devient un droit de l'homme. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la science de définir elle-même
les droits de l'homme, la femme et par conséquent tous les intérêts protégés par les droits de l'homme. Là aussi, je pense qu'il y a un remède. J'ai développé ça ailleurs. Donc voilà pour mon introduction. Alors, en termes d'arguments, je vous propose de procéder en 3 temps. D'abord de vous présenter l'égalité des droits des femmes en sciences, en général, c'est-à-dire ce que l'on peut faire déjà aujourd'hui avec l'interdiction de la discrimination appliquée à la science. Ça, si vous voulez, c'est l'approche standard. Je vais vous la présenter rapidement, mais il faut que je vous la présente comme point de comparaison. Ensuite, je vais vous présenter aussi assez brièvement le droit de l'homme à la science humaine. C'est un droit en voie de réanimation, mais qu'est-ce qu'il protège exactement? Puis ensuite, dans une 3e partie, qui sera vraiment la partie de contribution à la science juridique, j'aimerais vous expliquer ce que le droit de l'homme à la science peut amener en termes de protection spécifique à la science des femmes. Alors, je commence avec mon premier point, l'égalité des droits des femmes en sciences, l'interdiction de la discrimination appliquée à la science. Je vais vous expliquer comment on protège aujourd'hui, déjà en droit international des droits de l'homme, une égalité de protection par les droits sociaux en général, et puis ensuite comment on protège plus spécifiquement l'égalité des droits sociaux des femmes, notamment dans le domaine culturel, la science étant un domaine culturel. Alors, actuellement, en droit international des droits de l'homme, on protège explicitement l'égalité de tous les droits, et notamment des droits sociaux. C'est ce que vous retrouvez ici à l'article 2, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits économiques et culturels. Vous voyez qu'on demande aux États de s'engager à garantir que tous les droits protégés par le pacte le soient sans discrimination aucune. Vous avez ensuite à l'article 3, donc c'est l'article suivant, une protection particulière de l'égalité des droits sociaux, cette fois entre hommes et femmes. Donc on a rajouté un niveau de protection. Cette fois, on ne parle plus de non-discrimination, on parle d'égalité des droits. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la littérature et dans la pratique, on a tendance à oublier que égalité des droits des femmes, ce n'est pas exactement la même chose que non-discrimination des femmes. La non-discrimination est une forme que peut prendre la protection de l'égalité des droits des femmes, mais ça n'est pas le seul moyen, pour la simple et bonne raison, et on l'a un petit peu supputé hier dans les présentations qui ont été faites, que pour pouvoir interdire la discrimination et protéger contre la discrimination, vous devez au préalable faire en droit un jugement d'égalité-identité. Vous devez dire l'homme et la femme sont dans une situation similaire et donc les traiter différemment sera une forme de discrimination. Alors que très souvent, le droit va reconnaître la différence de position des hommes et des femmes et va protéger leur égalité autrement que par la non-discrimination. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent un angle mort de la discussion de l'égalité des droits des femmes en général et en sciences en particulier. Qui doit les obligations d'égalité des droits sociaux? Eh bien, tous les États, y compris les organisations internationales, et même si les personnes privées n'ont pas, en droit international des droits de l'homme, d'obligation de protection de l'égalité des droits, y compris entre hommes et femmes, eh bien, les États ont des obligations positives d'adopter du droit de manière à empêcher les personnes privées de violer cette égalité. C'est pour ça que vous allez avoir du droit antidiscriminatoire ou du droit égalitaire qui va prendre des mesures pour faire respecter l'égalité et la non-discrimination par des personnes privées. Qu'est-ce qui est contenu par l'égalité des droits sociaux en général? Eh bien, là aussi, c'est très important de le comprendre. Des obligations immédiates, peu importe vos moyens financiers. Donc ça, c'est très différent des autres droits. Ça montre que c'est plus fort. Des obligations transversales, tous les droits doivent être respectés également, et surtout impératives, c'est-à-dire aucune restriction n'est justifiable. Ça, c'est très très important de le souligner. Et puis ensuite, ça va être des modalités de protection que vous connaissez, soit une protection de l'égalité formelle, soit une protection de l'égalité matérielle, j'en parlais tout à l'heure, la différence entre l'égalité identité et l'égalité différenciée. Et puis, à partir du moment où on utilise le droit antidiscriminatoire, eh bien, on va lutter contre des formes de discrimination directe, c'est-à-dire fondées directement sur le genre, ou indirectes, c'est-à-dire fondées sur d'autres critères qui désavantagent
davantage les femmes. Vous avez vu que j'utilise sexe et genre de manière interchangeable parce que le droit international des droits de l'homme a précisé à un moment donné, au moment de l'évolution des études genre, que chaque fois qu'on disait sexe dans les traités, on voulait dire genre, pour pouvoir être beaucoup plus inclusif du critère de discrimination. Et puis on en a parlé hier, l'égalité des droits sociaux en général des femmes protège aussi contre le harcèlement, les stéréotypes, la violence, l'incitation à la discrimination ou le sexisme. Ce qui est très intéressant pour moi, avant que je passe aux droits de l'homme à la science, c'est que l'égalité des droits sociaux, y compris culturels, est renforcée pour les femmes en particulier. Je l'ai montré tout à l'heure avec mon article 3 du PIDESC. Mais si vous regardez la Convention sur l'élimination de la discrimination, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, eh bien, vous remarquerez cet article 13 qui, à la lettre C, parle du droit de participer à tous les aspects de la vie culturelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça montre qu'on a non seulement mis l'accent sur l'égalité des droits sociaux des femmes en particulier, mais en plus sur l'égalité des droits culturels des femmes, en y consacrant ici un article en particulier. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'article 13 couvre le domaine scientifique ? Oui. Soit vous interprétez l'article 13 que je viens de vous montrer par extension, en passant, c'est très intéressant, par le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, lui, dans l'article sur le droit à l'éducation, comprend la science et la technologie. Soit vous considérez, comme la rapporteuse spéciale sur les droits culturels, qu'on peut lire l'article 13C à la lumière de l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de manière à couvrir la science. Donc vous pouvez partir de l'idée que l'égalité des droits sociaux culturels des femmes est particulièrement renforcée par l'article 13 de la CEDEF. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième niveau de protection par le droit égalitaire international? Avant tout, une obligation immédiate de protection contre la discrimination de genre en sciences, notamment contre la discrimination structurelle. Et pour vous donner des exemples qu'on retrouve dans les rapports qui sont faits pour interpréter ces dispositions, une protection de la participation égale des femmes aux institutions et pratiques scientifiques et dans les moyens financiers alloués aux recherches scientifiques sur les femmes, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ou menées par les femmes. Donc voilà ce qu'on aurait en fait sans le droit de l'homme à la science, en reprenant ce qui existe aujourd'hui dans le domaine de l'égalité des droits sociaux et notamment culturels des femmes. Alors, j'aimerais rajouter un niveau de protection parce qu'il me semble, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement intéressant pour les raisons que je vous ai données en introduction. Un deuxième niveau qui est le niveau de lecture par le droit de l'homme à la science, qui est un droit particulier, qui est méconnu, certainement que vous n'en aviez pas entendu parler avant de venir ici aujourd'hui. C'est un véritable droit de l'homme qui figure dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est aujourd'hui en voie de réanimation, c'est-à-dire qu'on est en train de le redécouvrir, de le réinterpréter et peut-être, espérons-le, de le mettre en œuvre. Alors je vais brièvement couvrir les éléments importants de ce droit pour que vous puissiez comprendre ensuite comment on peut les mettre au service de l'égalité des droits des femmes en sciences. Alors d'abord la garantie, ensuite son objet, ensuite son contenu, ses titulaires et ses débiteurs. Alors ce droit, c'est un droit culturel, je l'ai dit, spécifique à la science, qui est un droit d'accès et de participation à la science, qui a été déclaré en 1948 déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous avez ici, comme un droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Donc c'est une très belle formulation, comme on va en discuter tout à l'heure, qui montre que tout de suite il est compris comme un droit participatif et un droit collectif des scientifiques et des non-scientifiques dans l'acquisition et le bénéfice du savoir. En 1968, ce droit a été garanti de manière obligatoire, parce qu'en 1948, il n'était que déclaré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est garanti par l'article 15.1b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais la formulation, vous le voyez, a changé,
puisqu'on ne parle plus que de droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, ce qui, pour nous, les observateurs, veut dire qu'à partir de 1966, ce droit est compris sous la forme d'un droit purement individuel. Ce n'est plus une pratique collective qu'on garantit, c'est un droit individuel. À quoi? Eh bien, à recevoir de manière passive les bienfaits de la science et puis de participer activement et à cette pratique et à ses bienfaits. Alors, depuis 2009, par différents organes onusiens, ce droit est redécouvert, la déclaration de Venise, la recommandation UNESCO, les rapports de la rapporteure spéciale sur les droits culturels et puis, plus récemment, une observation générale du comité onusien sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, qu'est-ce qu'il a pour objet, ce droit? Eh bien, la science, les sciences. Personne n'a essayé de les définir dans ce colloque, c'est très bien comme ça, puisque de toute façon, quand quelque chose devient un objet de droit de l'homme, eh bien, il devient ce qu'on appelle un objet essentiellement contestable, c'est-à-dire que le fait de le protéger par un droit de l'homme le rend tout le temps contestable, et nous devons constamment essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Un petit peu comme le fait d'avoir un droit de l'homme à la démocratie nous fait constamment réfléchir à ce qu'est la démocratie et comment la protéger au mieux. Alors, il y a deux contraintes néanmoins à ce qui peut être protégé par un droit de l'homme lorsqu'on dit que la science devient objet de droit de l'homme. Et ces deux contraintes très importantes pour mon argument aujourd'hui. La première, c'est une contrainte d'universalité contextualisée. Pour que quelque chose soit protégé comme un droit de l'homme, il faut que ce quelque chose soit universellement partagé, mais partageable en contexte, puisque nous vivons tous dans des contextes nationaux, culturels, différents. Ça veut dire que la science, quand elle devient objet de droit de l'homme, devient un objet universel, certes, ce qu'elle était déjà en 1948, mais un objet contextualisable et à contextualiser. Ensuite, la deuxième contrainte très importante qui se produit quand vous protégez quelque chose comme un droit de l'homme, vous acceptez que cette chose, ce bien, cet intérêt que vous protégez, doit être protégé de manière égale, mais pas égale n'importe comment, égale dans les multiples capacités que nous avons toutes et tous en tant que personnes humaines égales. Nous sommes toutes et tous à la fois égaux et différents. Et donc l'égalité du droit de l'homme à la science, ce n'est pas une égalité dans le fait d'être scientifique, c'est une égalité dans le fait de pouvoir participer à la pratique scientifique, participer à la production des savoirs dans nos multiples capacités sur l'arc des savoirs. Je crois que ce matin, quelqu'un, je crois que c'était Yasmina, a parlé de l'arc du savoir, et ça correspond parfaitement à cette idée. Alors le contenu du droit de l'homme à la science, c'est trois choses, et on va voir tout à l'heure comment ça se concrétise pour le droit de l'homme à la science des femmes. C'est d'abord un droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique, y compris de l'organiser. C'est un droit d'accéder et de participer aux bienfaits de la science, donc ce que la science nous donne dans notre vie symbolique, matérielle, et le droit d'être protégé contre les méfaits de la science, c'est-à-dire des sciences qui potentiellement seraient dangereuses pour nous et notre dignité. Qui a ce droit de l'homme à la science? Ça, c'est très intéressant. C'est à la fois un droit personnel, donc vous et moi, et un droit de communauté scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science. Donc nous l'avons personnellement, individuellement, mais surtout collectivement, puisque la science est une pratique collective, donc nous y participons tous ensemble, en tant que scientifiques et non scientifiques, le long de cet arc du savoir. Et à ce titre, le Collège de France, c'est typiquement une expérience du long arc du savoir et du constant échange autour du savoir. Et puis ensuite, ces communautés scientifiques qui sont aussi titulaires en tant que groupe, qui ont un droit à être institués, à s'auto-organiser dans cette institution, à s'auto-réglementer, tant sur le plan national qu'universel. Qui doit le droit de l'homme à la science? C'est un petit peu comme tout à l'heure sur tous les droits sociaux en général, avant tout des États et des organisations internationales, mais aussi les communautés scientifiques elles-mêmes, qui ne sont pas seulement titulaires du droit de l'homme à la science, mais qui ont aussi, en pendant, quelque part, en correspondance de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science, des responsabilités dans l'exercice de leur droit à l'auto-organisation et à l'auto-réglementation. Donc ça donne tout un petit monde très complexe autour de ce droit de l'homme à la science, mais un petit monde très complexe, en fait, qui correspond à la complexité, à la beauté de la pratique scientifique. Alors j'en viens maintenant à mon troisième temps,
qui est le temps véritablement de la contribution en fait, de mon argument de cet après-midi. Pour l'instant, je vous ai fourni des éléments qui vous permettent de comprendre l'argument que je vais faire en vous présentant l'état de l'égalité des droits culturels et notamment scientifiques des femmes, en vous présentant ensuite de manière rudimentaire l'état de la pratique sur le droit de l'homme à la science. Et j'aimerais maintenant ramener ces deux choses ensemble en vous présentant tout d'abord ce qu'apporte le droit égal à la science des femmes, en plus de l'interdiction de discriminer les femmes en sciences, qui existe déjà et que nous pratiquons déjà, sans effet malheureusement, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Et puis ensuite, les contributions spécifiques de ce droit égal. Alors je commence avec le droit égal à la science des femmes, en plus de l'interdiction de discriminer les femmes en sciences. Cette protection par le droit de l'homme à la science des femmes nous permet d'aller au-delà de l'interdiction de la discrimination des femmes en sciences que j'ai présentée précédemment, et nous permet de faire deux choses notamment. D'abord, aller au-delà d'une approche que j'appellerais neutralisante du genre en sciences, qui est une approche qu'on connaît bien parce que ça fait des siècles que nous la pratiquons dans la science moderne. Nous avons pasteurisé, c'est une expression qui vient de Sandra Harding, nous avons pasteurisé toutes les perspectives culturelles et tous les savoirs culturellement différenciés qui existaient en considérant qu'ils étaient tous fort déjà universels et qu'ils appartenaient déjà à la science universelle. Eh bien, le risque de travailler que par l'interdiction de la discrimination des femmes en sciences, c'est précisément ce risque-là, c'est-à-dire de neutraliser le genre en sciences et évidemment d'obtenir une égalité d'identité, mais guère plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui est encore très à la mode aujourd'hui. Par exemple, l'UNESCO, dans sa recommandation de 2017, donc elle a révisé cette fameuse recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques. Et dans cette recommandation, vous retrouvez cette approche très neutralisante du genre. L'égalité en sciences va s'acquérir en neutralisant le genre, en considérant que hommes et femmes sont parfaitement identiques en sciences. Le deuxième intérêt de cette protection supplémentaire par le droit de l'homme à la science des femmes, c'est d'aller au-delà d'une approche de la culture scientifique comme étant uniquement un obstacle à l'égalité des femmes en sciences. On l'a entendu hier, on a entendu des mots très forts, la culture scientifique est misogyne, la culture scientifique c'est le problème. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de dimensions de cette culture scientifique qui est problématique, mais l'intérêt de passer par le droit de l'homme à la science, c'est de dire la culture scientifique, c'est un droit de l'homme, c'est quelque chose qu'on a le droit de cultiver, et il faut le cultiver ensemble de manière à le reconstruire de manière plus égalitaire et multiple. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien dit, je pense, ici, par la rapporteure spéciale Farida Shahid, lorsqu'elle disait il ne faut pas se borner à affirmer le principe de l'égalité, c'est insuffisant. Il faut au contraire aller chercher la pratique culturelle que l'on veut réformer pour y travailler. Et voilà ce qu'elle disait aussi en 2012. La culture donc la culture scientifique ici ne doit plus être vue comme un obstacle aux droits fondamentaux, mais c'est l'égalité de ce droit culturel, l'égalité dans cette pratique scientifique culturelle des femmes qui doit être garantie et sur laquelle nous devons travailler. Alors le moyen de le faire, c'est par le fait de dégager, de spécifier à l'intérieur du droit de l'homme à la science un droit égal et spécifique au savoir, et donc un droit à l'égalité et à la multiplicité des perspectives scientifiques, y compris des perspectives féminines. Et ça fait écho aux théories multiculturelles et féministes des sciences qui se sont développées dès les années 80. Là, vous avez deux ouvrages. Quelqu'un a déjà mentionné Sandra Harding hier, dont Is Science Multicultural? Et ça a été repris, quoique de manière beaucoup plus large, par Michela Massimi dans son ouvrage sur le réalisme perspectival. Donc c'est quelque chose qui existe et défendu en philosophie des sciences et qui se rejoint ici parfaitement, vous le voyez, avec une approche multiperspectiviste de la science au travers du prisme des droits de l'homme. Et puis deuxièmement, garantir ce droit égal et spécifique au savoir par le droit de l'homme à la science, c'est aussi garantir un droit qui, par cette participation égale au savoir des femmes comme vecteur de leurs propres droits, leur permettra, une fois égales en sciences, de conceptualiser et de réaliser leurs autres droits des femmes par elles-mêmes et sans essentialisme aucun.
Et donc vous voyez très bien comment ce qui était identifié hier comme des problèmes peut devenir le théâtre, en fait, de la solution. Alors, curieusement, c'est aussi l'intérêt de travailler en tant que scientifique dans le domaine des droits de l'homme, mais curieusement, cette dimension supplémentaire de protection des droits des femmes en sciences est encore sous-explorée, que ce soit par les organes onusiens, comme le Comité de droits économiques socio-culturels. Il prend très au sérieux la non-discrimination des femmes en sciences, mais je pense qu'il ne voit pas, en fait, la particularité culturelle du droit de l'homme à la science. Et c'est aussi sous-estimé par mes collègues. Pour l'instant, j'ai une seule collègue qui travaille là-dessus, c'est Yvonne Donders, qui a écrit 2 articles en 23 et 24. Alors, il y a 2 exceptions dans le paysage des rapports existants, et c'est tout à fait passionnant. C'est d'abord, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la rapporteuse spéciale Shahid sur les droits culturels, qui avait produit il y a quelques années un rapport sur femmes et droits culturels, pas spécifiquement sur la science, mais elle mettait déjà en place, je pense, des arguments intéressants. Et puis surtout, le rapporteur spécial Sally Tsai, sur les femmes et les savoirs autochtones. Donc on voit qu'en fait, c'est par les savoirs autochtones, et quelque part par la pensée sauvage, pour faire référence à Lévi-Strauss, qu'on va arriver à la pensée féminine, en tout cas en droit international et droits de l'homme, et dans le cadre du droit de l'homme à la science, ce qui est tout à fait, je pense, passionnant, et un revirement ou un retournement tout à fait passionnant, comme on les aime. Les contributions spécifiques de ce droit égal à la science des femmes, lesquelles sont-elles? Parce que je vous ai fait attendre, languir longtemps pour ça. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel totalement inédit par rapport au droit antidiscriminatoire, à la CEDEF et à tout ce que je vais montrer jusqu'ici. D'abord, le contenu du droit de l'homme à la science, avec ses 3 volets, il est tout à fait adapté pour essayer de viser en même temps tous les problèmes dont nous avons parlé ici. Parce que si on vise un problème à la fois, on ne va jamais pouvoir les régler tous. On sait bien que les stéréotypes sont nourris par le fait de traiter un domaine et pas un autre du problème. Donc le droit de l'homme à la science, par ces 3 volets, qui doivent être respectés en même temps, va permettre, avec des obligations positives et négatives, qui sont toutes, je vous le rappelle, immédiates et fondamentales, de remédier, ou en tout cas d'assurer le droit égal d'accéder et de participer à la pratique scientifique. Donc ça veut dire travailler sur les carrières, travailler sur la manière dont les projets scientifiques sont composés. On sait très bien que si la perspective féminine n'est pas présente depuis le début, eh bien simplement on ne verra pas le problème avant que ce soit trop tard, comme on l'a entendu encore ce matin. L'organisation des communautés scientifiques, le droit égal d'accéder et de participer aux bienfaits de la science, c'est-à-dire en faisant l'objet de recherches scientifiques, ou bien en étant le destinataire. Et enfin, quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui quand même marque l'histoire des femmes en sciences, d'être protégées contre l'expérimentation féminine sans consentement. Donc hier, on a beaucoup parlé du fait que la femme était peut-être trop centrale à tout ce qui était recherche sur la reproduction, mais c'est une manière pour elle aussi de dire maintenant j'y consens, je veux bien qu'on m'ouvre, qu'on me regarde et qu'on m'aide, alors qu'on l'a souvent fait sans que ce soit pour moi. Contre la pseudo-science sexo-sens spécifique, ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui est très problématique aujourd'hui. Et puis l'organisation de la science elle-même. Deuxième avantage, outre le contenu particulier du droit de l'homme à la science des femmes, les titulaires. Tout à coup, grâce au droit de l'homme à la science des femmes, le titulaire devient la femme scientifique elle-même, mais aussi les non-scientifiques, dans cet arc du savoir. En fait, on a beaucoup parlé ici des femmes professionnelles de la science, mais on a parlé aussi des petites mains hier, grâce au très beau dernier exposé, mais il y a aussi toutes les femmes dans la société qui toutes travaillent autour de cet arc du savoir, et toutes ont ce droit de l'homme à la science. Deuxièmement, ces femmes, scientifiques et non scientifiques, sur cet arc du savoir, elles ont ce droit de l'homme à la science des femmes individuellement, mais aussi collectivement. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi se constituer en communauté scientifique féminine. C'est quelque chose que les hommes font, peuvent faire, et que les femmes peuvent faire aussi. Et ça, c'est quelque chose de protégé, voire même d'encouragé.
les débiteurs qui doivent cette protection du droit de l'homme à la science, eh bien, les États et les organisations internationales, mais pas n'importe comment. Ils ont l'obligation, et c'est très clair, de mettre en place ce qu'on appelle un droit de la science, de mettre en place un régime juridique adapté à la pratique scientifique. Pas le régime juridique habituel du droit public qui traite la science et les institutions scientifiques comme une extension administrative de l'État. Nous ne sommes pas une extension administrative de l'État. Et pas non plus le droit antidiscriminatoire habituel qu'on va appliquer dans les relations privées. Nous ne sommes pas des institutions privées. Nous sommes des institutions culturelles, sociales très spécifiques qui s'appellent des institutions scientifiques. Donc ça, c'est une obligation très forte qui va permettre au droit de la science à la fois de permettre aux communautés scientifiques de s'organiser, et puis en même temps de leur demander de veiller à respecter l'égalité du droit à la science des femmes. Et voilà, il y a toutes sortes de petits détails que je vais vous passer maintenant, mais qui sont fascinants pour les juristes. Et puis enfin, vous avez évidemment la responsabilité des communautés scientifiques elles-mêmes, qui dérive du droit de l'homme à la science, qui est une responsabilité internationale, donc c'est du droit international qui donne à toutes ces communautés scientifiques non seulement les droits de s'auto-organiser, de s'auto-réglementer, comme je l'ai dit, mais aussi des responsabilités d'assurer l'égalité du droit à la science des femmes et de se réorganiser, si c'est nécessaire, de l'intérieur pour que ce soit le cas. Oui, la conclusion. Alors le temps est venu, je pense, non seulement de prendre le droit de l'homme à la science des femmes au sérieux, c'était mon titre, mais aussi, en conclusion, de le mettre en œuvre. Donc il ne s'agit pas seulement de le prendre au sérieux et de le comprendre, ce que nous avons fait ici ce matin, mais désormais de voir qu'il y a des choses que l'on peut faire et que l'on doit faire. Donc il ne suffit pas de s'en remettre, comme on l'a fait jusqu'ici, à la bonne volonté des uns et des autres, et à la publication de rapports et de recommandations toujours très belles et très vaporeuses, qui sont au mieux, à mon avis, sans effet, ou au pire, je l'ai dit en introduction, font de la protection de la science des femmes un instrument du développement, de l'économie, du marché. Qui ne dit pas, qui n'entend pas aujourd'hui qu'il faut plus de femmes dans la recherche en intelligence artificielle parce qu'on a besoin d'intelligence artificielle, alors que regarder les choses sous l'angle du droit de l'homme à la science, c'est regarder la science pour la science, et puis surtout regarder le droit de l'homme à la science au sérieux comme une manière de contribuer à la pluralité épistémique en sciences pour elle-même, c'est ce que j'ai appelé le droit de l'homme à la science des femmes, et à la promotion de l'égalité et à la participation au savoir, c'est-à-dire le droit de l'homme à la science des femmes. Deux choses pour la mise en œuvre. Premièrement, il faut comprendre que ce droit de l'homme à la science est une source d'obligations, de véritables obligations de droit international. Ce n'est pas de la morale, c'est vraiment du droit, pour les États, dont la France, mon pays aussi, mais le vôtre, et de leurs organisations internationales, dont l'Union européenne. Ça, on l'oublie aussi, l'Union européenne, c'est un grand acteur de la science, et donc aussi des discriminations des femmes et des inégalités dans la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États et les organisations internationales ont une obligation fondée sur le droit de l'homme à la science, d'adopter un véritable droit à la science qui prévoit des responsabilités d'assurer l'égalité des femmes en sciences, qui soit adapté à la culture scientifique et à son organisation propre. Le but n'est pas de modifier la science contre elle-même, le but c'est de travailler de manière adaptée, sans s'en remettre, je l'ai dit tout à l'heure, à un droit antidiscriminatoire qui existe déjà pour l'administration publique ou pour les organisations privées, mais qui n'est pas du tout adapté aux formes de l'organisation scientifique. Et puis deuxièmement, se rappeler que le droit de l'homme à la science, c'est aussi la source de responsabilité pour nos communautés scientifiques, nationales et transnationales, et toutes leurs formes institutionnelles. Ça veut dire l'Institut de France, les universités, le CNRS, et puis toutes les organisations de la science transnationales, comme le Conseil scientifique international. Elles ont une responsabilité directe fondée sur le droit de l'homme à la science, de s'auto-organiser et de s'auto-réglementer, de manière à assurer l'égalité des femmes en sciences, y compris en se réformant fondamentalement. Parce que ce que j'ai appelé, en me fondant sur une expression d'Alain Supiot, le bon autogouvernement de la science, eh bien ce bon autogouvernement de la science, pour qu'il soit protégé par le droit de l'homme à la science, ce qu'il est, eh bien il passe, je pense, par une réforme égalitaire de l'éthique scientifique, en la fondant directement sur le droit de l'homme à la science. Et
Comme preuve de ce que je viens de vous dire, voilà ce que dit l'observation générale du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels en 2020, sur le fait que chaque État devrait établir un cadre normatif propre à la science pour garantir le droit de pratiquer, de participer au progrès scientifique. Et vous voyez tout à la fin, la référence à la discrimination, elle est tout à la fin, mais elle est là. De même, la rapporteuse spéciale, et ce sera mon dernier point, en 2012 déjà, ce fameux rapport que j'aime beaucoup, qui dit qu'actuellement, parmi les codes éthiques qui existent, parce que ça pullule dans toutes les organisations scientifiques, eh bien, ces codes éthiques ne sont que rarement fondés explicitement sur les dispositions relatives aux droits de l'homme. Et il est absolument important que les choses changent. Ça veut dire que nous, dans nos pratiques scientifiques, dans nos organisations scientifiques, il faut qu'on se rende compte qu'il y a du droit qui est là, qui nous oblige, et qu'il faut qu'on le mette en œuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention.